18-02-2026, nous sommes dans la 4e année, au jour 360 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Dans le rapport d'aujourd'hui, on constate des mouvements de terrain des deux côtés et des déclarations très drôles du ministère russe de la Défense. J'ai trouvé quelque chose à ce sujet pour vous. Ce qui est vraiment absolument grotesque et drôle en même temps, et ce que nous voyons aussi, ce sont les plaintes des blogueurs russes. Nous voyons la situation dans le pays des deux côtés, ainsi que nous-mêmes. Une voie ferrée, des actions de libération amusantes, des forces spéciales et d'autres choses. Restez curieux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et soutenez ainsi la chaîne gratuitement. Vous avez déjà pu l'entendre dans l'intro. Nous sommes à la veille de la fin de la 4e année de guerre, et même si cette guerre dure très longtemps, il y a toujours quelque chose de nouveau à rapporter. Et comme toujours, le meilleur résumé dans le rapport de situation. Regardez ici. Alors, avez-vous déjà pu le reconnaître? Devrait-on le revoir? Peut-être que vous le verrez maintenant. Un conseiller du ministre ukrainien de la Défense rapporte une nouvelle tactique russe, des drones Shahed. Nous les avons maintenant vus seulement sous différentes variantes. Les Russes y ont ajouté toutes sortes de choses, comme par exemple des missiles anti-aériens, afin de repousser les hélicoptères qui voudraient abattre ce drone Shahed. Nous avons vu plusieurs charges explosives. Nous avons aussi vu des mines qu'ils ont fixées pour causer encore plus de dégâts aux soldats ou aux équipes de déminage au sol. Si vous voulez retirer ce drone ou ses débris. Et maintenant, il y a du nouveau, car les drones Shahed ne doivent pas seulement être utilisés comme armes kamikazes, mais aussi transporter en plus des drones FPV. D'après lui, il existe désormais les premières confirmations vidéo, comme celle-ci. Ainsi, un seul Shahed porterait apparemment 2 drones kamikazes sous son fuselage, donc des drones FPV les plus petits. Celles-ci pourraient être larguées pendant l'approche afin d'attaquer ensuite des cibles de manière autonome. Le conseiller avertit clairement les unités ukrainiennes de prendre cette menace au sérieux et d'adapter leur protection. Si cette méthode se confirmait, et ce à grande échelle, ce serait une évolution logique. La Shahed a une grande portée et elle peut pénétrer profondément dans l'espace ukrainien. Si elle peut en plus agir avec des FPVS, une nouvelle chaîne d'attaque à plusieurs niveaux secrets. D'abord le vecteur longue portée, puis plusieurs attaques flexibles à courte portée à proximité, qui peuvent par exemple viser des véhicules, des civils ou des positions de défense aérienne. Militairement, cela complique la défense. Même abattue, la Shahed pourrait laisser des drones embarqués pour suivre leur action ou générer d'autres dangers. Si elle n'est pas détectée à temps, il ne s'agit pas seulement d'un seul impact, mais d'une combinaison de plusieurs attaques, chacune plus précise que l'autre. Alors que les soldats russes développent la Shahed, Maria Zakharova présente en chinois ce que l'on appelle des vœux du Nouvel An pour le Nouvel An chinois. Il est certainement avantageux de savoir déjà parler la langue des futurs suzerains, je suis bien d'accord avec cela, il n'y a rien à redire. Mais hier j'ai relu le livre L'Art de la guerre. En fait, je le lis au moins une fois par an parce que je trouve que c'est indispensable. Surtout quand on a soi-même un passé militaire. Et il faut simplement réfléchir à toutes les sagesses et idées qu'il contient. On peut encore les utiliser, même après des siècles, dans une guerre moderne comme celle-ci. C'est dans ce contexte que quelque chose m'a frappé. Je vais maintenant citer la version allemande de l'éditeur Praetorian. Et ensuite vous pourrez vous faire une idée de la guerre en Ukraine pendant ce temps et peut-être comparer. Citation. En fait, il n'y a jamais eu de pays qui ait tiré avantage d'une guerre longue. Il faut connaître les brouillards et les inconvénients qu'une guerre entraîne pour savoir qu'on ne peut en tirer aucun bénéfice. De plus, il dit encore que si la guerre dure longtemps, le pays manque souvent d'argent pour la poursuivre. Si le courage de la guerre s'est émoussé, si les armes sont usées, et si l'on ne peut plus se procurer de fonds pour mener la guerre. Alors, les États voisins remarquent souvent cette situation désespérée, ils s'abattent sur l'État malheureux. Pensez à la Chine, pensez à la fausse amitié, gardez toujours ces paroles à l'esprit pour le reste du rapport. Et là où il n'y a pas de paroles de compassion, c'est au nord-est de Pokrov. Les Russes ont désormais complètement conquis Monograd. Cela a également été signalé du côté ukrainien, tout comme la prise de l'estuaire de Chervony Liman. Ils ont désormais seulement le problème que les Ukrainiens sont ici plus ou moins à découvert. Il y a certes encore quelques fortifications ici en haut, également en direction de Vorodinske, tout comme ici près de Prichine. Cependant, ils doivent maintenant se replier sur ces positions. Cela complique évidemment la tâche pour l'Ukraine de tenir la zone. Ils n'ont pratiquement plus rien ici à l'intérieur de Pokrovsk ou de Menograd où ils pourraient tenter se défendre contre les Russes, et ils sont obligés de se replier sur d'autres positions. Cela ne facilite-t-il pas la tâche aux Russes pour fixer plus ou moins les Ukrainiens ?
ou de les placer directement sous le feu, par exemple par l'artillerie ou par des drones, puisque les Russes, dans la région de Pokrovsk, ont clairement beaucoup plus de possibilités de se cacher grâce à l'urbanisation, ou de s'enterrer que les Ukrainiens ici, un peu plus au nord de la ville. Mais je ne pense pas que, dans les prochains jours, la situation sera très favorable aux Russes ici et qu'ils feront d'énormes gains. Je pense que c'est toujours une zone très très difficile ici, où l'on peut continuer à se casser les dents. Selon les autorités ukrainiennes, les forces ukrainiennes ont repris environ 130 km² dans les régions de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk au cours des 3 dernières semaines. Et il s'agit de la zone un peu plus à l'ouest, ici, où j'ai annoncé les dernières attaques. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs attaques ici. Et les Ukrainiens annoncent ici d'importants gains territoriaux, que je n'ai pas encore indiqués sur la carte, car selon mon point de vue, ils ne sont pas encore tout à fait clairs. Selon vous, il tirera profit du manque de communication russe grâce à Starlink. En même temps, et comme je l'ai dit, les troupes russes ont également pu réaliser de petits gains territoriaux dans la région de Pokrovsk que nous venons de voir et augmenter leurs activités à la frontière de la région de Soumy. Il y a donc des gains territoriaux des deux côtés. Cependant, les Ukrainiens attaquent eux-mêmes à nouveau ici depuis longtemps, mais avant que l'euphorie ne s'installe. Nous ne parlons pas ici de 130 km² en quelques jours, mais d'environ 130 km² en 3 semaines. Ces gains sont compensés par de moindres pertes ukrainiennes ailleurs sur le front. Ce n'est pas une percée opérationnelle, mais un déplacement progressif de la ligne. Comme je l'ai dit, les Ukrainiens reprennent ici un peu de terrain, tandis que les Russes ont pu en reconquérir une partie près de Pokrovsk. Le schéma reste typique d'une guerre d'usure. On gagne du terrain localement, on en perd ailleurs. L'essentiel n'est pas la superficie, mais qui contrôle le rythme des opérations et rencontre des problèmes structurels. C'est là que cela devient intéressant. Les forces russes rencontrent des problèmes de communication à cause du filtrage de Starlink. Des radios improvisées de faible qualité et des attaques contre antennes et relais aggravant la situation. La conduite moderne des combats repose entièrement sur une communication stable, et c'est l'élément essentiel que tout commandant doit connaître. Sans liaison fiable, la coordination s'effondre, ce qui rend les drones moins précis, l'artillerie plus lente à réagir et met l'officier en danger. Si la Russie n'arrive pas à maîtriser ces problèmes, cela pourrait effectivement se traduire par plusieurs gains territoriaux ukrainiens que les Russes ne pourraient plus reprendre avec les mêmes efforts. Dans ce type de guerre, l'issue dépend souvent de facteurs apparemment insignifiants comme le ravitaillement, le commandement ou la communication, plus que des offensives spectaculaires. Ce n'est pas qu'une question de puissance de feu. À quoi sert une grande armée si je ne peux pas la nourrir ? À quoi me servent les meilleurs équipements, les meilleures armes, si les munitions n'arrivent pas au front ? Et à quoi me servent les meilleurs soldats s'ils doivent opérer sur le terrain sans communication ? Celui qui vacille ici perd d'abord en vitesse, puis l'initiative. C'est ce que nous retenons. Tandis que les Ukrainiens annoncent des avancées, les Russes temporisent et se plaignent déjà de leurs citoyens. Abandonner les soldats alors qu'ils se battent pour eux au front, presque comme un moment de trahison. Un blogueur russe Z bien connu, nommé Goldman, que nous avons déjà vu plusieurs fois dans nos rapports de situation, adopte un ton étonnamment ouvert. Dans un message vidéo, il avertit que tout pourrait complètement s'effondrer d'ici la fin de l'année. Sa plainte principale, de moins en moins de personnes en Russie seraient prêtes à soutenir financièrement ou matériellement les participants à la soi-disant opération spéciale. Il décrit une lassitude palpable face aux dons. Ce ne sont pas les produits de luxe qui manquent, mais l'essentiel. Parfois, certaines unités ne peuvent même plus s'offrir assez de chaussettes et de sous-vêtements, tandis que générateurs, véhicules et matériel technique manquent cruellement. Ces paroles sont brutes, frustrées, presque désespérées. Il dit que les gars sont fatigués et que le pays lui-même est très épuisé. Ce qui ressort particulièrement, c'est son observation sur l'état d'esprit de la société. Surtout les milieux instruits ou économiquement plus aisés se demandent de plus en plus quel est le sens de cette guerre, à quoi elle sert réellement. La volonté de faire des dons volontaires diminue donc nettement ici, surtout au sein de ce groupe de personnes. Il rappelle qu'au début de la guerre, de nombreuses entreprises moscovites avaient fourni des véhicules diesel ou du matériel. Aujourd'hui, nombre de ces entreprises ont elles-mêmes fermé. Il parle de centaines de restaurants rien qu'à Moscou qui ont cessé leur activité. La charge économique est donc nettement perceptible, et par conséquent, la base de soutien privé pour les troupes se réduit également. De telles déclarations sont donc très remarquables, car elles ne proviennent pas de cercles d'opposition, mais du milieu pro-guerre. Il est en effet pro-russe ou bien...
Il a été très fidèle au Kremlin ces dernières années. Si même là-bas on parle ouvertement d'indignation, de pression économique, d'épuisement et de manque de soutien, cela indique un changement d'ambiance. Elle doit être si mauvaise pour qu'il en parle publiquement, alors que chacun sait que cela peut avoir de graves conséquences en Russie. Militairement, ce n'est pas décisif pour la guerre, mais à terme, le moral à l'arrière peut devenir aussi crucial que la situation au front. Une guerre qui s'étend sur des années a besoin non seulement de soldats, mais aussi du soutien de la société. Quand ce soutien faiblit, la pression monte non seulement au front, mais aussi dans le pays. C'est cela que le Kremlin redoute plus qu'une défaite au front. Je vous le promets. Mais bien sûr, tout se déroule selon le plan. Du moins si l'on en croit le vice-ministre russe de la Défense. Il explique que... Excusez-moi, ça me fait déjà rire. Il explique que la coupure de Starlink n'aurait eu aucun impact sur la communication ou les opérations de l'armée russe. Starlink n'a en fait jamais vraiment été là pour être important, et il est en réalité totalement inutile et stupide. De plus, cela n'aurait servi qu'à induire les forces armées ukrainiennes en erreur. Il faut prendre un instant pour y réfléchir. Pendant des mois, il était connu que des unités russes utilisaient intensivement des terminaux Starlink le long du front. Le contrôle des menaces, la coordination et la situation sur le terrain, de nombreux rapports, vidéos et même des blogueurs militaires russes confirment la dépendance totale à ce système. Maintenant, tout cela ne serait qu'une manœuvre de tromperie sophistiquée. Il n'en aurait jamais vraiment eu besoin non plus. On voulait simplement faire croire à l'Ukraine que toute l'armée russe était inévitablement dépendante de Starlink. Je pense que vous voyez le problème, même si un système n'avait aucune importance opérationnelle. Pourquoi a-t-on autant insisté pour le maintenir en fonctionnement ? Pourquoi ces solutions de contournement improvisées ? Pourquoi ce passage soudain à des ponts Wi-Fi primitifs et des antennes directionnelles ? Cette déclaration ressemble moins à de la souveraineté stratégique qu'à une tentative de limiter les dégâts. Dans les combats modernes, une connexion de données stable n'est pas un luxe, mais une condition préalable à l'efficacité. Perdre la communication fait perdre de la vitesse, et sans vitesse, on perd l'initiative. Mais officiellement, tout reste sous contrôle du côté russe. Pas de panique, il n'y a pas de graphite ici, il n'y a bien sûr pas de conséquences graves. Et s'il y en avait, ce serait sûrement une partie d'un plan brillant, incompréhensible pour le citoyen ordinaire. Car c'est ce qu'on affirme ici. Je veux dire, s'il vous plaît, regardez donc ce chef-d'œuvre. Comment il lit simplement le texte sur le prompteur, et se pose lui-même la question, et regardez son visage, qui est censé croire ça. Il sait lui-même que la situation est plutôt mauvaise. En ce qui concerne la communication, l'armée russe s'est complètement reposée sur un système dont elle est seule devenue dépendante et qu'elle ne peut pas vraiment contrôler, sans disposer d'une bonne alternative. Bien sûr, la Russie a des satellites, il n'était même pas nécessaire d'en discuter, bien sûr, la Russie a aussi d'autres alternatives. Mais aucune de ces alternatives, ni même leurs satellites, n'atteignent la vitesse ni l'efficacité de Starlink. Surtout pas à une telle échelle. C'est tout simplement comme ça. Il n'existe en fait aucune bonne alternative. La meilleure alternative à Starlink est un système similaire, mais qui appartient aux Européens. Et c'est justement là le point. Aucun système alternatif n'est mentionné dans cette vidéo, on dit simplement qu'il en existe, on parle d'alternative. Mais vous connaissez les Russes. Mais même s'ils avaient un système couvrant tout le territoire, qui serait meilleur ou équivalent à Starlink. Je me demande pourquoi ils ont dû utiliser Starlink si longtemps et installer les terminaux sur des drones. Et s'il y avait eu un bon substitut, ils l'auraient aussi vanté dans leur propagande. Comme avec l'Orichnik, comme avec le Kinzhal, comme avec toutes les autres armes miracles russes. Une innovation ou une idée qu'ils ont eue. Et je parle franchement. Le ministère de la Défense a déjà fait de la propagande en affirmant que les ânes pourraient remplacer les véhicules sur le front, et a massivement soutenu cette idée. Et ici, il n'y a pas un seul mot sur les soi-disant bonnes autres alternatives qui ont bien sûr été cachées et gardées secrètes. Et faire seulement semblant devant les Ukrainiens qu'on dépendait de Starlink, c'était vraiment étrange. Et quelle entreprise a pu les fabriquer en grande quantité en si peu de temps et les mettre à disposition ? Je pense que cette entreprise vient de Denken. Au moins, les terminaux Starlink pouvaient en servir à gratter les vitres, ils n'étaient donc pas totalement inutiles. Les forces spéciales d'Omega, donc une unité de la garde nationale ukrainienne, ont déclaré avoir mené une opération assez risquée dans la région de Pokrovsk. Et ils ont libéré un soldat qui était détenu là et qui aurait été prisonnier pendant 27 jours. Le commandant de l'unité a précisé que l'officier surnommé Karad a été extrait d'une zone quasiment derrière les lignes ennemies.
Il est désormais en route vers Kiev où il doit recevoir à nouveau des soins médicaux. Aucun détail précis sur le déroulement de l'opération et la libération n'a été communiquée, ceux-ci n'ont pas été rendus publics. Ils ont cependant publié une photo de lui après l'opération. L'opération a été menée avec le soutien des unités spéciales du SBU et de la 14e E-Brigade de la Garde nationale du 1er corps, aussi appelée Azov. La coopération coordonnée de plusieurs unités indiquait qu'il s'agissait d'une opération complexe et soigneusement préparée. Ces missions de sauvetage sont risquées militairement, cruciales politiquement, mobilisent des forces, exigent un renseignement précis et comportent un fort risque d'escalade. Après tout, on pourrait perdre beaucoup de bons soldats en essayant d'en sauver un seul. Il était donc soit extrêmement compétent et digne d'être libéré, soit il possède des informations qui ne doivent en aucun cas tomber entre les mains des Russes. De telles actions envoient un signal fort en interne. Les dirigeants montrent leur volonté de rapatrier leurs soldats, même dans des conditions difficiles. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. S'il s'agissait d'un simple soldat ou d'un sous-officier, il n'aurait certainement pas été libéré. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Un remerciement particulier au colonel Drenecke, Silla, Dietrich, Freddy et Mayrofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, et à la prochaine mise à jour de la situation.